Tu crois maintenant qu'il y a une démocratie à Maroc? Pas du tout. Je ne le crois pas et je pense qu'il faut vraiment être naïf ou aveuglé pour le croire. Il y a eu des réformes de façade qui ont été menées unilatéralement par le roi et son entourage. Ces réformes-là n'ont absolument rien changé à la pratique des choses, au fait réel. Nous, les démocrates, en tant que jeunes du mouvement du 20 février, en tant que d'autres représentations démocrates de la société civile marocaine, on ne se sent pas du tout concernés par ces réformes-là. Et il me semble évident aujourd'hui que le Maroc n'est pas une démocratie. La torture continue à avoir lieu. Nous n'avons toujours pas de justice indépendante. Nous n'avons toujours pas de presse indépendante. Ce qui reste de la presse indépendante a été laminé. Nous avons toujours des centres de détention secrets. Constitutionnellement, l'ensemble des pouvoirs continuent à être concentrés entre les mains du roi. Nous avons des élections qui sont systématiquement truquées et puis qui ne servent à rien de toute façon parce que tout le monde sait que c'est le gouvernement de l'ombre, c'est le shadow cabinet, le cabinet royal qui gère le pays. Et le cabinet royal est constitué de gens qui sont nommés par le roi, qui sont payés par le contribuable et pour lesquels personne n'a voté. Mais tu ne crois pas qu'il y a eu des petits avancements sur les élections a été truquée, mais moins truquée qu'une autre fois, non? Ah ben ça, les voies du ministère de l'Intérieur sont impénétrables. Je ne sais pas si elles sont moins truquées, un peu moins truquées ou énormément moins truquées. Enfin, on ne peut pas savoir. Ce qui est sûr, c'est que les élections législatives qui ont eu lieu au Maroc le 25 novembre 2011 ne sont en rien comparables aux élections tunisiennes. Même si le régime marocain essaye justement de suivre le monde des révolutions arabes et encore une fois jouer sur le bluff et dire nous aussi finalement nous sommes dans une dynamique de changement. Regardez, nous avons aussi eu des élections et des élections qui ont mené des islamistes au pouvoir. Moi je précise quand même qu'on ne peut pas le comparer aux élections tunisiennes. Pour quelle raison? Premièrement, les élections tunisiennes ont été organisées par une structure indépendante. Au Maroc, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Le même ministère de l'Intérieur avec les rouages qui ont été mis en place par Driss Basri, le ministre de l'Intérieur de Hassan II, avec ses logiciels. Enfin, le ministère de l'Intérieur au Maroc, tout le monde sait que ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus transparent. Deuxième chose, le taux de participation que le ministère de l'Intérieur a annoncé aux élections, à savoir le taux de participation de 45%, ne correspond pas au taux de participation réel tel qu'il est donné en Tunisie. Au Maroc, le ministère de l'Intérieur donne le taux de participation à partir du nombre d'inscrits sur les listes électorales. Cette année, il y a eu 13 millions d'inscrits sur une population en âge de voter qui correspond à peu près à 22 millions de personnes. Donc, le taux de participation serait de 45% de 13 millions sur 22 millions. Et ensuite, un certain pourcentage de ces 45% a voté pour les islamistes. Je précise aussi que le PJD qui est arrivé au pouvoir lors des dernières élections du 25 novembre ne peut en rien être comparé aux islamistes de Nahda. Les islamistes de Nahda, on le sait, ils n'ont pas fait la révolution, ils sont plutôt arrivés par la suite pour cueillir les fruits de la révolution, mais ils étaient quand même, sous Ben Ali, ils se situaient dans le camp de l'opposition. Ils ont subi les affres de la répression. On peut plus comparer Nahda à, par exemple, l'Adl ou l'Ihsan au Maroc, qui n'ont même pas le droit de se constituer en parti politique. En revanche, le PJD, tout le monde sait que c'est un parti qui a été créé en 98, qui a, avec le parrainage de Driss Basri, le ministre de l'Intérieur de Hassan II. D'ailleurs, les islamistes du PJD, nous au Maroc, nous les appelons les islamistes de Sa Majesté, parce qu'ils sont plus royalistes que le roi et qu'ils sont prêts à faire toutes les concessions possibles et imaginaires pour accéder au pouvoir. Et en cela, ils ne diffèrent en rien du reste des partis politiques qui sont totalement corrompus. Ça, c'est pour les législatives. Maintenant, si on veut parler du référendum, le référendum idem, il a été organisé par le ministère de l'Intérieur. Un référendum, une réforme constitutionnelle qui a été décidée unilatéralement par le roi. Nous, en tant que mouvement de démocrates, nous demandions la mise en place d'une constituante élue représentative du peuple. Mohamed VI, lui, il décide de nommer 19 personnes de son choix qui vont écrire la nouvelle constitution marocaine. 19 personnes.
Donc il leur donne 3 mois. Donc la constitution marocaine a été écrite en un temps record, en 3 mois. Elle a été écrite dans les arcanes du Palais Royal. Nous avons eu un temps record de 10 jours pour la soumettre à référendum. Et en juillet, elle a été votée à 98,6% de oui, ce qui est quand même un score digne des temps de Hassan II ou même digne de la Corée du Nord, quoi. Donc on ne peut pas vraiment prétendre être dans quelque chose de démocratique. Vous m'avez posé la question sur les avancées. La seule avancée, entre guillemets, institutionnelle qu'on peut noter, c'est que auparavant, le roi avait le choix de nommer le Premier ministre qu'il veut. Hassan II avait même dit « je peux nommer mon chauffeur ou mon jardinier si je le souhaite ». Maintenant, le roi ne peut plus nommer son chauffeur ou son jardinier. Il est obligé de nommer le candidat du parti qui remporte la majorité aux élections. Cela dit, est-ce que c'est vraiment une avancée? Lorsqu'on sait qu'Abbas El-Fassi, l'ancien Premier ministre, était déjà le candidat du parti de l'Istiklal, qui avait remporté la majorité aux élections précédentes. Et tout le monde sait que ce n'est pas pour autant que le Premier ministre a plus de prérogatives. Abbas El-Fassi, lorsque les journalistes marocains lui avaient demandé quel était son programme, il a répondu « ce sont les directives de Sa Majesté ». Donc aujourd'hui, le Premier ministre n'a même pas le droit, dans la nouvelle Constitution, il n'a même pas le droit de fixer l'ordre du jour du Conseil ministériel. Il ne peut présider le Conseil ministériel que par dérogation, c'est-à-dire si le roi est occupé, il a autre chose à faire, le Premier ministre peut présider le Conseil ministériel. Et tout le monde sait finalement que les prérogatives du Premier ministre, qui dorénavant s'appelle le chef du gouvernement, sont très limitées. Donc l'autre avancée, c'est probablement par rapport au début de reconnaissance de l'identité amazigh, mais elle ne correspond pas du tout aux revendications des Amazirs au Maroc, parce que ce que demandent les Amazirs, c'est que l'amazigh soit une langue officielle, qu'elle soit constitutionnelle au même titre que l'arabe. Or, non seulement c'est remis au calendrier grec, c'est-à-dire qu'on leur dit « Ok, on va reconnaître la langue amazigh, mais ça sera soumis à des lois organiques qui seront mises en place ensuite en l'occurrence par un gouvernement islamiste conservateur et anti-amazigh. Les islamistes du PJD, je le précise au passage, sont très anti-amazigh, peut-être même plus que le parti de l'Istiklal. Donc vous voyez, ce ne sont que des avancées dans la forme. Il n'y a pas eu d'avancée réelle dans le sens où le roi concentre toujours l'ensemble des pouvoirs. Et je dirais même que la constitution qui a été rédigée il y a quelques mois, celle qui a été votée soi-disant à une majorité écrasante en juillet, je dirais que cette constitution-là, en 2011, c'est une régression par rapport à l'ancienne constitution qui a été écrite en 62. Pourquoi? Alors, il y a des points sur lesquels il est évident que c'est une régression. Par exemple, dans la nouvelle constitution, le roi, puisque c'est lui qui a édicté la constitution, ça on le sait, la commission constitutionnelle nommée par lui n'a fait que le montage juridique des desiderata du roi. Dorénavant, dans la nouvelle constitution, le conseil des oulémas, les théologiens, les docteurs de la foi musulmane, deviennent une instance constitutionnalisée. Ils siègent au sein d'un conseil, présidé par le roi évidemment, en sa qualité de Amir al-Mu'minin, de commandeur des croyants. Donc il préside le conseil national des oulémas et il nomme ces oulémas-là, et certains de ces oulémas-là vont siéger au sein du conseil supérieur de la magistrature, qui est aussi présidé par le roi, comme tout le reste d'ailleurs. Tout est présidé par le roi, l'armée, l'exécutif, le sport et la culture, quoi. Donc, lorsqu'on voit qu'aujourd'hui, les oulémas qui n'étaient pas dans la Constitution, maintenant sont une instance constitutionnalisée, ils ont été introduits dans la Constitution en tant que Conseil national qui siège même au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Certains de ses membres siègent au sein du Conseil national de la magistrature. Ça, pour les démocrates, c'est une régression, puisque ces oulémas-là, personne ne vote pour. Ils n'ont aucune fonction de représentativité du peuple. Et en plus, c'est le renforcement du religieux dans la Constitution, alors que nous demandions une séparation nette et claire entre le religieux et l'État.
Ça, c'est une régression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement Mohamed VI prétend être, a hérité de son père qui s'est octroyé le titre de commandeur des croyants, mais en plus, il devient une sorte de pape, puisqu'aujourd'hui, on a un clergé institutionnalisé dans la Constitution. Autre régression notoire et qui malheureusement est passée inaperçue dans les médias occidentaux qui se sont contentés d'applaudir l'avancée, de dire waouh, il va nommer le ministre au sein de la majorité comme si c'était comme si on avait inventé le fil à couper le beurre, quoi, comme si c'était une super avancée. Autre régression notoire, c'est que ce shadow cabinet, ces conseillers du roi qui sont nommés par lui, pour lesquels personne ne vote, qui sont payés, d'ailleurs personne ne sait exactement selon quel mécanisme ils sont payés. Ils sont payés par les deniers publics, mais est-ce qu'il y a un budget? Est-ce qu'il suffit que le roi décide de nommer un conseiller qui décide de leur salaire? Personne, c'est le roi qui décide en fait. Ces gens-là, évidemment cette pratique existait dans l'ombre, elle existait dans les faits avant la réforme constitutionnelle, mais avec la nouvelle constitution, le roi a introduit un tas de conseils consultatifs dans la Constitution. Conseil consultatif pour la jeunesse, conseil consultatif pour les droits de l'homme, conseil consultatif pour je ne sais quoi. Donc, un tas de conseils consultatifs qui ont une fonction a priori consultative, mais à leur tête siègent des technocrates nommés par le roi, payés par le contribuable, et qui finalement vident les institutions représentatives du peuple de leur sens. A-t-on vraiment besoin de constitutionnaliser un conseil consultatif pour la jeunesse, alors qu'on a un ministère de la jeunesse et des sports qui est moribond, pour lequel aucun budget n'est alloué. Donc c'est une manière de multiplier les institutions et surtout de constitutionnaliser des instances qui ne dépendent que du bon vouloir du roi et qui échappent totalement aux politiques, qui échappent totalement à la notion de représentativité du peuple. Et à cet égard-là, je pense que oui, que la Constitution est une régression. Dernier point, ce n'est pas le dernier dans l'absolu, c'est le dernier que je vais citer parce que je pourrais en parler des heures. Dans l'ancienne Constitution, il y avait un article qui pour moi était constitué un véritable verrou à la démocratie. Évidemment, je ne parle pas de l'article 19, celui qui allie la commanderie des croyants à l'exécutif. Et cet article a été conspué par les foules marocaines. Aujourd'hui, il a été scindé en deux. Intelligemment, enfin, je ne sais pas si c'est intelligent, mais en tout cas, c'est malin. Je ne parle même pas de cet article-là. Je parle d'un autre article qui était moins connu, qui était l'article 106 dans l'ancienne Constitution, qui disait la chose suivante, qui disait... C'est un article qui vient dans le chapitre relatif aux réformes constitutionnelles. Cet article dit « Toutes les dispositions relatives à la nature monarchique du régime et à la religion musulmane ne peuvent faire l'objet d'aucune réforme constitutionnelle. » C'est-à-dire qu'une constitution, elle est perfectible par définition, elle est perfectible par essence. Mais nous, les Marocains, nous avons trouvé la version qui est valable ad vitam aeternam, qu'on ne va jamais changer. Cet article-là, aussi archaïque qu'il puisse paraître, a été gardé dans la nouvelle Constitution. Il a juste pris le numéro 175, il est resté tel quel. Et puis, beaucoup d'autres articles, quand on parle d'égalité homme-femme, on dit dans le cadre des constantes, les constantes à savoir l'islam. Bon, bah, s'il y avait une égalité homme-femme possible dans l'islam, on l'aurait su depuis 13 siècles. C'est pas la constitution de Mohamed VI qui va nous l'apprendre, etc., etc. Pour les gens du mouvement de 20 février, pour les gens laïcs, la situation c'est la frustration, il y a quelque espoir. Moi je dirais beaucoup de frustration, mais finalement beaucoup plus d'espoir, parce que frustration... En fait, nous sommes évidemment, je pense que nous portons en nous l'amertume et la frustration de tous ceux qui se battent pour que leur pays change, mais qui voient que le changement tarde. Mais surtout de l'espoir parce que finalement, il y a eu beaucoup de changements. Le changement n'est pas venu du côté du régime. Le changement, nous l'avons imposé. Et le changement principal, c'est qu'aujourd'hui, les gens parlent.
Les gens descendent dans la rue, ils parlent, ils ont crevé le tabou autour de la monarchie. Avant, au Maroc, il était beaucoup plus facile de parler de religion que de parler de la monarchie. La monarchie, c'était le tabou à ne pas aborder. C'est un rapport quasi ésotérique. La personne du roi, elle est déifiée. D'ailleurs, on le voit même dans le décorum de la monarchie. On voit les prosternations, le baisement, etc. Aujourd'hui, les gens ont crevé ce tabou politique-là autour de la monarchie. Ils en parlent. Il y a énormément d'espoir dans le sens où plus la revendication démocratique grandit, plus le régime est poussé dans ses retranchements et plus finalement il montre sa phase noire, sa phase sombre. Et plus il montre qu'il n'est pas du tout démocrate et qu'il n'a de toute manière aucun potentiel démocratique. Moi je pense que le compte à rebours a déjà commencé pour ce régime-là. Il ne peut pas perdurer tel qu'il est. Il n'est pas compatible avec la modernité à laquelle aspire la jeunesse marocaine et il n'est pas compatible même avec la logique, avec la dignité, avec la justice humaine. Donc il va forcément s'effondrer. Maintenant c'est une question de temps et ça évidemment ça nous donne beaucoup d'espoir. Tu as dit que les gens en parlent maintenant, mais tu as dit aussi que la liberté d'expression a des problèmes. Les gens parlent, quand je dis les gens, c'est vraiment les gens. Parce que c'est vrai que la liberté d'expression au Maroc, alors l'année 2009 et l'année 2010 ont été des années de deuil de la liberté d'expression. Ça a été des années noires. Beaucoup de journaux indépendants ont été fermés sans aucune forme de procès. Le journal où je travaillais, le journal hebdomadaire, qui était le pionnier de cette presse indépendante au Maroc, a été fermé sans aucune forme de procès. Enfin, si, il y a eu une parodie de justice, mais les attendus du jugement sont sortis dans la presse aux ordres avant d'être prononcés par le juge. Ça, c'est le genre d'originalité qui arrive dans le très démocratique Maroc de Mohamed VI. Passons. Donc, évidemment, il n'y a plus de presse indépendante. La télévision, n'en parlons même pas. La télévision, ça reste un outil de propagande dans les mains de l'État. C'est-à-dire que la télévision, elle est là pour faire la promotion des activités royales, des activités du gouvernement. Les radios, alors le Maroc, le régime marocain qui est très très soucieux de son image et qui exploite la moindre chose pour se faire passer pour beaucoup plus démocrate qu'il ne l'est. Est en train maintenant, depuis quelques années même, de communiquer autour de ce qu'ils ont appelé la libéralisation des ondes. C'est-à-dire l'octroi de licences radio qui ont permis de créer des antennes. Mais en réalité, ça a été une grande déception parce que les radios qui ont été créées ont été des radios de divertissement qui n'ont rien apporté finalement en termes de liberté d'expression et de ligne éditoriale. Aujourd'hui, la liberté d'expression, elle se situe principalement sur Internet, dans les réseaux sociaux. C'est l'ultime espace de liberté d'expression au Maroc. Il n'en existe pas d'autre. Les gens sur les réseaux sociaux peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire l'objet de représailles. Mais au moins, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Et les gens s'expriment aussi lors des manifestations. Lorsqu'ils sortent, on voit que depuis quelques mois, les slogans se durcissent de plus en plus. On a entendu plusieurs fois Mohamed VI dégage à Tanger, à Casablanca et à d'autres villes. C'est-à-dire que les Marocains qui, au début, disaient à bas la corruption, à bas le népotisme, à bas le totalitarisme. Maintenant, ils disent à bas le régime parce que il faut appeler un chat et il faut se rendre à l'évidence. C'est Mohamed VI qui a le pouvoir et quand on veut combattre un régime, évidemment, il faut mettre des noms et des visages sur ce qu'on combat. Évidemment que c'est le roi qui représente aujourd'hui cette dictature et ce totalitarisme qui pèse sur les Marocains. Et comment on peut le jeune, toi-même, travailler en cette direction? Pardon, comment peut les gens et toi-même travailler pour obtenir ces objectifs? C'est-à-dire comment on peut pousser les gens, si j'ai bien compris? Je pense que les gens, contrairement à ce que veut nous faire croire le Makhzen, le peuple n'est pas bête, le peuple n'est pas stupide. Le peuple, même s'il n'intellectualise pas forcément les choses, il a toujours une analyse qui est très juste et très vraie de ce qui se passe. La monarchie marocaine, elle a toujours joué sur une idée un peu diffuse, selon laquelle en fait le roi serait fantastique, il serait très gentil. C'est son entourage qui est pourri.
Et cette idée a fait son chemin comme ça, et puis les gens la reprenaient en cœur en disant non, non, lui il est gentil, c'est son entourage qui est pourri. C'est aussi une idée que les gens reprenaient par lâcheté, parce qu'on sait ce que ça coûte au Maroc de dire du mal du roi. N'oublions pas que nous les Marocains, nous sortons du traumatisme de décennies de règne de Hassan II, où des gens ont perdu leur vie pour beaucoup moins que ça. Donc ça a arrangé tout le monde de dire ça, de dire non, lui il est gentil, c'est l'entourage. Sauf qu'aujourd'hui, les gens ils se disent vraisemblablement c'est lui, parce que de toute manière, qui c'est qui nomme l'entourage? Cet entourage, nous n'avons pas voté pour, c'est lui qui le met en place, c'est le roi qui le met en place, malgré les scandales qui peuvent exploser, qui peuvent éclater dans les réseaux sociaux, même parfois dans la presse. Le roi continue à protéger son entourage. Pire, je vais donner par exemple, un exemple très concret. Fouad Ali El-Himma, qui est le meilleur ami du roi et qui était à la tête du parti PAM, Parti Authenticité et Modernité, qui est un parti, qui est clairement le parti du palais, qui a été créé pour rafler l'ensemble des voix, etc. et pour faire de la prédation du champ politique, comme l'entourage de Mohamed VI a l'habitude de faire dans les autres domaines, dans l'économie, etc. Fouad Ali El-Himma est devenu pour la rue marocaine la figure de la corruption, la figure justement de cette prédation, de cette pourriture politique, de cette grande farce dans laquelle on maintient le peuple marocain depuis des années. C'est une figure qui a été conspuée par les foules. Alors là, s'ils n'ont pas dit dès le début Mohamed VI dégage, on voyait clairement les Himma dégagent, PAM dégage. Et c'est un slogan qui a été porté par des centaines de milliers de personnes pendant un an. Résultat des courses, Mohamed VI, après les élections législatives du 25 novembre, le PJD remporte les élections et arrive, non pas au pouvoir, arrive au gouvernement, puisque le pouvoir, personne ne l'a à part le roi. Et Mohamed VI, après les élections, il nomme Fouad Ali El-Himma comme conseiller. C'est-à-dire qu'il l'impose encore aux Marocains, c'est-à-dire on l'a chassé par la porte, il est revenu par la fenêtre, imposé par le roi. Et qu'est-ce que c'est un pied de nez qu'il fait à son peuple en leur disant vous avez beau conspuer cette personne pendant des mois, vous avez beau lui dire dégage, moi je le nomme conseiller, il sera payé par vous, par le contribuable, et c'est lui qui va gérer les affaires politiques, même s'il n'a pas été élu, parce que moi je le veux. Ça, je pense que ce n'est pas du tout quelque chose qui a été digéré par les Marocains. C'est quelque chose qui a été très très mal vécu, à tel point que même ceux qui disaient encore non, Mohamed VI c'est plein de bonne volonté, c'est son entourage, là ils se sont dit quand même, il aurait pu ne pas le nommer, il aurait pu peut-être le consulter dans le privé plutôt que de faire ce pied de nez là à ses citoyens. Et je pense que lorsqu'un régime atteint un tel degré je ne trouve pas le mot pour décrire ça, un tel degré lorsqu'il y a un vide, une distance abyssale qui le sépare de son peuple, lorsqu'un régime a un tel mépris, une telle haine pour son peuple, il ne peut plus perdurer. Je pense qu'aujourd'hui, le modèle du régime marocain a atteint ses limites. Mohamed VI a manifestement raté quelque chose. Son peuple s'est comporté de manière beaucoup plus, beaucoup plus conciliante que ne l'ont fait les autres peuples dans la région. La jeunesse lui a donné une occasion en or de devenir un grand monarque qu'il n'a jamais été et d'entrer dans l'histoire par la grande porte en faisant réellement son rôle de roi, en accompagnant réellement son peuple vers la démocratie, parce que la jeunesse demandait une monarchie parlementaire sur le modèle espagnol. Mais il n'a pas voulu, il a souhaité garder l'ensemble des pouvoirs, et puis de toute manière, il n'acceptera jamais une monarchie parlementaire, parce que cela voudrait dire qu'il serait soumis au contrôle financier du Parlement. Et ça, Mohamed VI ne l'acceptera jamais. Lui qui est, dans le dernier classement Forbes, il est passé plus riche que l'émir du Qatar. Et qui est personnellement propriétaire d'au moins 65% de l'économie nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Marocain qui sort de chez lui le matin, il met automatiquement un dirham dans la poche du roi. Parce qu'il a la téléphonie, Internet, l'immobilier,
Le lait, le sucre, l'huile, la farine, les minéraux, l'eau minérale. Il est présent dans tous les secteurs, il fausse la donne économique et continue son entreprise ancestrale de spoliation de son peuple, pour lesquels personne n'a voté. Mais tu ne crois pas qu'il y a eu des petits avancements parce que la sélection a été truquée, mais moins truquée qu'une autre fois, non? Ah ben ça, les voies du ministère de l'Intérieur sont impénétrables. Je ne sais pas si elles sont moins truquées, un peu moins truquées ou énormément moins truquées. Enfin, on ne peut pas savoir. Ce qui est sûr, c'est que les élections législatives qui ont eu lieu au Maroc le 25 novembre 2011, nous avons toujours des centres de détention secrets. Constitutionnellement, l'ensemble des pouvoirs continuent à être concentrés entre les mains du roi. Nous avons des élections qui sont systématiquement truquées et puis qui ne servent à rien de toute façon, parce que tout le monde sait que c'est le gouvernement de l'ombre, c'est le shadow cabinet, le cabinet royal qui gère le pays. Et le cabinet royal est constitué de gens qui sont nommés par le roi, qui sont payés par le contribuable et n'ont absolument rien changé à la pratique des choses, au fait réel. Nous, les démocrates, en tant que jeunes du mouvement du 20 février, en tant que d'autres représentations démocrates de la société civile marocaine, on ne se sent pas du tout concernés par ces réformes-là. Et il me semble évident aujourd'hui que le Maroc n'est pas une démocratie. La torture continue à avoir lieu. Nous n'avons toujours pas de justice indépendante. Nous n'avons toujours pas de presse indépendante. Ce qui reste de la presse indépendante a été laminé. Tu crois maintenant qu'il y a une démocratie à Maroc? Pas du tout. Je ne le crois pas et je pense qu'il faut vraiment être naïf ou aveuglé pour le croire. Il y a eu des réformes de façade qui ont été menées unilatéralement par le roi et son entourage. Ces réformes-là ne sont en rien comparables aux élections tunisiennes. Même si le régime marocain essaye justement de suivre le monde des révolutions arabes et encore une fois jouer sur le bluff et dire nous aussi finalement nous sommes dans une dynamique de changement. Regardez, nous avons aussi eu des élections et des élections qui ont mené des islamistes au pouvoir. Moi je précise quand même qu'on ne peut pas le comparer aux élections tunisiennes. Pour quelle raison? Premièrement, les élections tunisiennes ont été organisées par une structure indépendante.